Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, et puis on salue évidemment tous ceux qui nous suivent à distance ou qui nous reverront évidemment après Big, après ce 23 septembre, bien sûr, ici donc à l'Accor Arena avec beaucoup de monde et évidemment. Et impossible de ne pas parler ici à Big 11e édition sur l'estrade de cette soif d'entreprendre en France, hein, la force du tissu entrepreneurial donc dans notre pays et spécialement la contribution qu'ont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire dans les territoires. Ce sont des véritables leviers d'attractivité et on doit en être fier. On va vous le raconter aujourd'hui ici à Big avec Georges Marigiano. Bonjour Georges. Bonjour Fabrice. Georges Marigiano, donc, qui est associé chez KPMG et directeur national du marché ETI en France, qui est à la manœuvre chaque année, évidemment, donc, pour vanter, raconter les ETI, et notamment au travers d'un rendez-vous qu'on a tous les mardis, c'était ce mardi matin, sur Radio Classique, grâce à nos ETI. Aurélie Gobinet. Bonjour Aurélie. Bonjour Fabrice. L'un des porte-drapeaux voilà, de ces belles ETI en France, très exactement dans le département du Loiret. Aurélie Gobinet donc, est présidente du directoire de Partner. On est à Olivet, on est dans la banlieue d'Orléans, qui est dans le top 10 de l'intérim en France. Hein. C'est un groupe familial orléanais, voilà, avec votre père, Philippe, hein, qui dirige, enfin qui dirigeait maintenant, parce que vous lui avez succédé, bien sûr. Vous êtes aussi chasseur de tête, cabinet de recrutement dans le middle management, plus de 70 ans d'existence. Voilà, on aime ces belles ETI, ces ETI familiales, ces ETI pérennes, voilà, qui traversent plusieurs générations. Juste petite définition, Georges. On va rappeler quand même ce que sont les ETI et qu'est-ce qu'elles ont de beau, de grand. Dites-le nous. C'est quoi une ETI ? Alors c'est vrai que c'est un drôle d'acronyme. ETI, ça veut dire entreprise de taille intermédiaire. Moi, j'ai tendance à dire entreprise de taille idéale. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de voir une ETI. Il y a d'abord la définition de l'INSEE. Elle date de 2008. Donc une ETI, c'est une entreprise qui a entre 250 et 5000 salariés et qui réalise entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Comme ça date de 2008, on peut taper un peu plus haut jusqu'à 2 milliards. Voilà à peu près l'idée. Ça, c'est la définition INSEE, donc la définition réglementaire. Deuxième point, les ETI, c'est quoi ? Au point de vue de l'État, donc de la nation, les ETI, c'est celles qui créent 25% de l'emploi salarié. C'est celles qui réalisent 30% des exportations. 40%, leur PIB est réalisé 40% sur l'industrie. Donc, ce sont quand même le tigre dans le moteur de l'économie. Voilà. Et puis, dans les territoires, on y reviendra. Oui, oui. Les ETI, c'est celles qui investissent, qui créent des emplois, qui payent de la fiscalité locale et d'autres choses. Oui, alors, ce qui est extraordinaire quand même, Georges, et ce qu'il faut rappeler, vous nous avez donné ces magnifiques chiffres, elles sont vecteurs de croissance, elles sont vecteurs d'emploi, elles sont vecteurs d'innovation, elles sont vecteurs d'export. Elles ne représentent que 0,2% des entreprises. C'est en ça qu'elles sont extrêmement brillantes. Alors effectivement, 6800 ETI, à peu près 4 millions d'entreprises en France, donc 0,2%, exact. Mais les ETI, elles sont dans plein de domaines dans lesquels on ne les attend pas. J'ai parlé de création d'emplois, j'ai parlé de fiscalité locale, j'ai parlé de financement de l'innovation. Elles financent 25% de la R&D, donc de l'innovation en France. Mais aussi, elles permettent de la mobilité dans les territoires, la création de logements. On viendra, moi j'ai beaucoup apprécié une phrase d'Aurélie qui disait « Chez nous, on faisait de la RSE comme M. Jourdain faisait de la prose, on ne le savait pas ». Donc elles font plein de choses, Aurélie en parlera. Elles font aussi du financement, par exemple, d'un centre de cancérologie dans un hôpital en Bretagne. Ouais. Tout un tas de domaines un peu régaliens, parfois où l'État s'est un peu retiré. Voilà, donc là où on ne les attendait pas. Et pourquoi les mettre en avant, Georges, ici même, à Big, dans ce gigantesque événement organisé chaque année ? Parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, elles ne sont pas assez connues ? Bon, vous l'avez compris, ça transpire de mes propos. Les ETI, c'est des pépites. Ouais. C'est des trésors. Ouais. Les trésors sont souvent cachés. Elles sont discrètes. Donc, ce sont des gens souvent humbles, souvent qui font du B2B, qui ne se mettent pas véritablement en avant. Donc nous, chez KPMG, on essaye de les mettre en avant. On l'essaye avec un programme qu'on partage ensemble le mardi matin. Attention, c'est à 7h29 sur Radio Classique, il ne faut pas se louper. Hein. C'est une minute. On peut la réécouter tout au long de la vie, voilà, il n'y a pas de problème. Grâce à mon ETI. Donc on met une ETI B2B à l'honneur. Voilà.
Mais les ETI aussi, c'est plein d'autres choses. On y revient. On va y revenir. Ouais. Aurélie Gobinet, parlez-moi un peu de vous, enfin de vous. Ah si, il faudra nous parler un petit peu de vous quand même, hein, parce que c'est vrai que les ETI, elles sont quand même très liées à leurs dirigeants, leurs dirigeantes. C'est quoi Partner? C'est quoi l'histoire de Partner? Allez, faites-nous rêver un petit peu. Emmenez-nous à Olivet, à côté d'Orléans. Alors le groupe Partner, en fait, ça a été fondé par mon père. Il était dans une grande boîte chez Total et en 87, ma mère était enceinte déjà de ma sœur et il lui proposait de partir en Afrique du Sud. Et ma mère, ça l'a branché, mais pas du tout. Du coup, il y a mon oncle qui est expert comptable qui lui dit bah, « Écoute, j'ai trouvé un petit dossier, c'est dans l'intérim, ça n'a pas besoin de trop capitaux. » Il y avait une petite agence avec 2 personnes à Orléans. Il lui dit bah, « Vas-y, lance-toi. » Et donc, du coup, c'était en 87. Et puis, au début, il y a eu la crise. Voilà, il a dû aller avec sa petite mallette faire du commerce. Et puis après, très rapidement, il a compris qu'il fallait se positionner sur d'autres villes, d'autres secteurs. Et donc, il a grandi par croissance organique et par croissance externe. Et voilà, et donc l'entreprise a bien grandi puisque maintenant, on a près de 1000 collaborateurs et on est présent dans 5 pays. Et donc, le chiffre d'affaires est de combien alors? 600 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est bien une ETI, voilà. Et donc moi, j'avais rien à voir avec ça jusque-là. J'étais partie dans des grands groupes, donc j'étais partie en Suisse chez Procter & Gamble. C'est quoi votre formation à vous, Aurélie? Moi, j'ai fait une école de commerce. Oui. J'étais dans le marketing, plutôt marketing stratégique, marketing international. J'étais dans la beauté. Et voilà, après, moi, je suis partie 7 ans à Londres. Et puis, j'avais mon frère qui était déjà dans le groupe et qui voulait un petit peu voir d'autres horizons, lui piloter la DSI. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est dommage qu'il n'y ait plus personne de la famille qui vienne prendre le relais. Mon papa arrivait à 70 ans et donc, moi, je suis rentrée de l'étranger. J'ai rapatrié toute ma petite famille pour revenir et assurer la transition du groupe familial qui est basé du coup à Olivet. Racontez-nous, et puis Georges nous donnera d'autres exemples dans un instant, sur comment est-ce qu'on succède à son père, comment est-ce qu'on prend la suite d'une entreprise familiale, comment est-ce qu'on se fait les dents, comment est-ce qu'on est reconnu, respecté, accueilli par les collaborateurs, les clients. Dites-nous Aurélie. Alors déjà, c'est sympa. Mon père, il m'avait fait une super réputation. Il avait dit à tous ses collaborateurs, non, vous verrez, super, c'est moi, mais en pire. J'étais là, super. C'est rassurant, mesdames, messieurs. Super introduction. J'avais aussi, je m'étais mariée, j'avais un nom de famille. Et il m'a ramené à mon nom de jeune fille aussi, parce que c'est plus simple pour raconter l'histoire. Gobinet. Voilà. En même temps, votre nom de marital, on ne va pas le dire, mais il est super compliqué à prononcer. Voilà, suisse alémanique. Donc voilà. Et donc, en fait, pendant 2 ans, on a fait une transition. Donc moi, mon père, il voulait vraiment tout faire pour qu'on réussisse. Il a pris un mandat de président de la CCI du Loiret pour me laisser un petit peu de temps aussi toute seule au siège. Et puis, on a fait 2 ans ensemble. Après, moi, j'étais un peu dans le grand bain. Et puis, il y a 2 ans, on a scindé les instances. Moi, j'ai travaillé sur la gouvernance. Et donc, lui, il est devenu président du conseil de surveillance. Et moi, je suis devenue présidente du directoire. Et j'ai associé mon frère, membre du directoire. Et on a un directeur général que j'ai associé aussi. Et puis, tout le reste, c'est resté assez simple pour justement pas avoir trop de starrat et que les collaborateurs... Parce que je pense que ce qui plaît dans les ETI, c'est le fait que le dirigeant soit facilement accessible. Voilà, qu'il y ait une représentation humaine du dirigeant. Donc moi, c'était hyper important de garder ce lien hyper simple en fait avec tous les collaborateurs. Et c'est vrai, Georges Mareggiano de KPMG, c'est ça aussi la beauté des ETI. C'est une tradition familiale, un capitalisme familial. Et on en connaît plein. Sémin en Moselle, de Richebourg, voilà, qui préside le club Proscenium aussi. Alors maintenant, c'est plus qu'une ETI, évidemment, ce qu'il fait. Mais voilà, enfin, on en a plein à raconter. Oui, c'est très, très gros maintenant. Alors, moi, j'adore ces histoires familiales. Voilà. Et chez KPMG, on adore ces histoires familiales. Il y a quelques années, on a publié une étude sur la transmission des ETI. Alors, pourquoi ? Parce que dans les 10 prochaines années, il y a une ETI sur 2 qui va devoir changer de main. C'est les baby boomers qui aujourd'hui sont à la direction et propriétaires des ETI, donc il va falloir changer de main. Donc on a publié cette étude sur ETI la relève. Quel était l'objectif ? De voir qu'il fallait se préparer pour la transmission. Votre père l'a fait avec vous, mais il faut, entre le moment où on identifie, le moment où on forme, le moment où la génération suivante, la relève, monte aux affaires, il se passe entre 6 et 10 ans. On a toujours dit, c'est comme la formation d'un médecin. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Deuxième chose, et je reviendrai un peu à des statistiques nationales, on a 6800 ETI en France en ce moment. C'est pas mal.
D'accord ? Il y en avait 4800 il y a 20 ans, donc on arrive à en créer. Mais il y en a 2 fois plus en Italie, oui. 3 fois plus au Royaume-Uni, Oui. 2 fois et demi plus au Royaume-Uni et 3 fois plus en Allemagne. C'est le fameux Mittelstand. Et donc ça, c'est la richesse des territoires. Donc il faut vraiment qu'on veille à aujourd'hui, notamment dans un débat national sur plus d'impôts, plus de taxation des entreprises, à sanctuariser un élément qui a permis de garder un capitalisme familial en France, c'est le pacte Dutreil. Voilà. On pourra y revenir. Si, parlons-en tout de suite. C'est important, Georges, puisque vous l'avez cité. Le pacte Dutreil qui permet, alors je vais simplifier évidemment, d'anticiper quelque part une transmission et limiter les frais de succession. Voilà, je simplifie évidemment. C'est vrai que dans un contexte tendu, contraint, comme on le connaît au niveau de l'État, au niveau des finances publiques, certaines se disent, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme ça, remettre en cause, donner des petits coups de canif au pacte Dutreil. Il ne faut pas toucher au pacte Dutreil, Georges, et vous nous le direz, Aurélie, aussi. Il faut le sanctuariser. Alors pourquoi ? En France, on n'a pas beaucoup de capitalisme financier. Nos retraites, par exemple, c'est de la répartition. Ce n'est pas investi dans des fonds qui investissent dans des entreprises. Donc il faut qu'il y ait un capitalisme familial en France. 1. 2, pour garder de génération en génération les ETI, il ne faut pas que dans la transmission, il y ait une surtaxation. S'il n'y avait pas de pacte Dutreil, à partir d'1,8 million, c'est 45% d'impôts. C'est insupportable. Donc, les générations suivantes sont obligées de vendre pour pouvoir payer les droits de succession. C'est une erreur parce que c'est vendu à qui ? À des fonds, à des groupes étrangers. Et au bout d'un moment, les sociétés sont vidées de leur substance en France. Si vous réfléchissez, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a moins d'industrie qu'ailleurs. Autre élément que je vous livre, en 1981, il y avait autant d'ETI en France qu'en Allemagne. Je viens de vous dire qu'il y en a 3 fois plus aujourd'hui en Allemagne qu'en France. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a pu avoir ? Justement, l'impôt sur la fortune, l'ISF, tout ce genre de choses qui ont taxé les ETI et les patrimoines. Heureusement qu'en 2003, Renaud Dutreil est arrivé avec son pacte Dutreil qui permet, grâce à un abattement de 75%, de transmettre l'ETI avec justement moins d'impôts. Je terminerai là-dessus, mais quand on prend un pacte Dutreil plus certains petits abattements, on arrive à une taxation d'environ 6-7% de la valeur d'entreprise. Déjà, il faut le supporter. En Italie, il n'y a pas de pacte Dutreil, c'est taxé à 4%. En Allemagne, il n'y a pas de pacte Dutreil, c'est taxé à 5%. Au Danemark, qui est quand même pas connu pour être un pays où il y a peu de taxes, c'est 0%. Tout ça pour conserver des sociétés familiales dans les tissus et les tissus industriels. Voilà. Très bien dit. Donc, sanctuarisons le pacte Dutreil. Sanctuarisons. Vous, moi, qui êtes à la tête d'une boîte, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée. Je ne sais pas s'il y aura une descendance ou pas un jour. Je ne sais pas du tout. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Voilà, on vous le souhaite évidemment. Non, mais attendez. Voilà. Moi, mon père avait été bien inspiré, il avait préparé la suite. Disons qu'en fait, je pense qu'il faut aussi un petit peu séparer. Il y a la partie Dutreil, donc c'est à qui appartient l'entreprise, mais il y a aussi la partie gouvernance, qui va diriger l'entreprise. Moi, j'étais un petit peu passive puisque j'étais à l'étranger. Et donc, mon père avait anticipé pour que mon frère, ma sœur et moi, on puisse continuer à détenir l'entreprise. Donc, moi, j'étais là, plus en tant qu'actionnaire. Et après, je pense que ce qui est important aussi, c'est la partie gouvernance, où après, forcément, au moment où la transition est faite au niveau actionnarial, c'est aussi qui met la tête de l'entreprise et comment on la pilote. Alors, l'étude de cette année, l'étude 2025, puisque cette étude sur les successions, c'était il y a 2 ans, la véritable contribution des ETI. On va rentrer dans le détail avec l'un et l'autre. Georges, déjà, racontez-nous en quoi ces ETI sont de véritables championnes des territoires, justement, comment est-ce qu'elles irradient, et j'ai envie de dire, au-delà du business. Racontez-nous. Alors déjà, avant ça, Fabrice, pourquoi est-ce que cette année, on a fait une étude sur la... C'est un drone. Je crois que vous êtes repéré, mon cher Georges. Pourquoi cette année, on a fait une étude sur la contribution des ETI au territoire ? Parce qu'on s'est dit, chez KPMG, qu'on pouvait apporter au débat public. On savait, quand on a décidé l'étude en mars-avril 2025, on savait qu'il y aurait des élections, notamment municipales, 1 an plus tard. Donc on s'est dit, apportons du biscuit pour qu'il y ait des vrais débats dans les territoires, dans les villes, dans la perspective d'aider les ETI, les belles PME, enfin les sociétés. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Et on s'est dit, donc, on a fait notre étude. Alors chez KPMG, on ne fait jamais d'études conceptuelles. On interviewe des dirigeants,
dont Aurélie. Cette année, il y en a 12, finement choisis. Donc on interviewe des dirigeants. Ensuite, il y a du jus de cerveau et on en sort des grands enseignements. Voilà. Donc cette année, quelles sont les idées? On y reviendra un peu plus en détail après, mais enfin, il y a 3 constats. 1, rapportés à leur taille, les ETI sont les entreprises les plus contributrices à leur territoire. Donc je l'ai dit, elles contribuent par la création d'emplois, de la fiscalité locale, du financement de l'innovation, mais aussi sur des terrains comme le logement, la mobilité, le financement de clubs de foot, de salles de spectacle, de financement d'hôpitaux privés. Bon, voilà, premier élément. Deuxième élément, ça c'est très important et vous y reviendrez certainement Aurélie, dans leur territoire, les ETI, elles financent un écosystème de TPE, d'artisans, de PME. Il y a des contrats qui leur permettent de les tirer vers le haut, il y a d'avoir des fournisseurs, de les faire grandir, ainsi de suite. Donc elles alimentent cet écosystème local. Et puis, troisième élément, c'est l'attractivité. Alors il y a l'attractivité des talents, ça permet de former, mais il y a aussi l'attractivité des territoires. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsque notre président de la République a lancé l'initiative Choose France en 2017 ou 2018, mais je préfère les dirigeants d'ETI qui, de génération en génération, choose et rechoose leur territoire pour investir. Je pense que ça, c'est de l'attractivité territoriale et donc elles rendent à leur territoire ce que ça leur a apporté. Voilà quelques idées, mais on pourra y revenir. Ouais, et c'est vrai que ces ETI, je disais, elles vont au-delà du business, elles vont sponsoriser un club de foot, elles vont financer des programmes de lutte contre le cancer à l'hôpital du coin, etc. Et puis évidemment, s'agréger toute une série de fournisseurs, de prestataires autour. Aurélie, vous, votre implication territoriale, elle passe par un multi-engagement. Vous êtes impliquée depuis l'origine du groupe dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Vous faites du mécénat de compétences. Et puis, vous avez organisé vos multiples contributions sociétales sous la forme d'un fonds de dotation, ce que peu d'ETI font finalement. Racontez-nous ce que vous faites. Alors donc avec le groupe partenaire, donc on est un groupe qui est spécialisé dans l'intérim et le recrutement. Et de facto, de par notre métier, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Et donc on a fait un gros travail déjà sur le pan insertion. Donc pour vous donner une idée, on parlait de mobilité. Nous, on a mis en place une initiative un petit peu innovatrice. On avait un camion de l'emploi où il y avait en fait une boîte à CV. C'était comme une boîte téléphonique où il y avait de l'IA intégrée. Et en fait, on a déplacé ce camion dans les quartiers, dans les QPV, dans différents endroits à Orléans, Blois et Tours pour que les gens puissent aller dans la cabine téléphonique et ceux qui n'avaient pas un CV s'enregistraient et avec l'IA, ça leur créait un CV vidéo. Et donc, l'idée derrière ça, en fait, c'est vraiment de venir au plus près en fait, des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, d'essayer d'amener de l'innovation. Et puis après, nous, on a envoyé leur CV vidéo pour voilà, les faire recruter. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur l'aspect mobilité. Et puis Fabrice, tu mentionnais l'aspect fondation. Donc forcément, quand on est entreprise familiale, on est énormément sollicité. Et donc mon père avait toujours un grand cœur, donc a toujours beaucoup sponsorisé d'associations. Et il y a 4 ans, on a décidé vraiment d'officialiser un petit peu nos engagements. Et donc on a créé une fondation d'entreprise, ce qui nous a permis un peu de nous structurer. Donc on a dû avoir des personnes extérieures, des personnes du groupe. Et donc on a choisi 3 piliers pour nous, donc qui étaient autour de l'inclusion, du sport, l'égalité des chances. Et donc, on a finalement fait des choix. Ça permet aussi parfois de dire non, parce que quand on est une ETI, c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité. Bah oui, donc voilà. Et donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire, donc nous, il y a par exemple la Fabrique Opéra à Orléans. Et ça va en fait... on va financer pour des jeunes publics d'assister à des opéras et démocratiser l'opéra pour ces jeunes qui vont... le chef d'orchestre va leur expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a le mécénat aussi en direction de l'hôpital du CHU d'Orléans aussi. Voilà. Et puis, il y avait quand même une dernière chose qui me tenait à cœur, c'est que je vois qu'on a pas mal de jeunes. On est à la BPI, voilà, on est là aussi pour les nouvelles générations. Et moi, je vois dans l'entreprise, on a beaucoup de personnes qui veulent être engagées. Et donc, il y a 2 ans, j'ai offert 2 jours de mécénat de compétences, donc 2 jours associatifs sur le temps de travail. Et donc, on travaille avec une start-up qui s'appelle Day One. Et donc, tous nos collaborateurs peuvent se connecter sur cette plateforme et ils peuvent voir toutes les associations qui sont autour d'eux. Et
on leur donne ce temps sur le temps de travail pour être engagés. Et je pense que c'est quelque chose qui nous représente, nous, les ETI. C'est vraiment nos valeurs en termes d'engagement. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi aux gens de travailler dans une entreprise de taille idéale. En tout cas, jeune ou moins jeune, on vous donnera la parole dans un instant. Hein. D'ici 2-3 minutes, vous pourrez poser des questions à Georges Mareggiano de KPMG, à Aurélie Gobinet de Partner. Il y a vraiment un rôle sociétal de l'ETI dans les territoires, Georges. C'est un exemple parmi d'autres, un formidable exemple qui est Partner. Oui, alors, pour revenir un peu à l'étude, et puis ça permettra de préparer les questions, il y a 5 grands enseignements de cette étude. D'accord ? Un, parfois les formations post-bac, ou enfin les formations en général, ne sont pas en totale adéquation avec les besoins des entreprises dans les territoires. Donc les ETI sont amenés à créer leur propre formation, en alternance, ou bien créer des écoles, ainsi de suite. On voit qu'on a interviewé une ETI qui est dans le sud-ouest, dans le Pays Basque, dans un village de 550 âmes. Ils ont financé dans la grande ville d'à côté une école d'ingénieurs parce qu'ils ont des besoins sur des métiers lourds, la chaudronnerie, la maintenance industrielle, ainsi de suite. Donc, ce qu'elle a fait aussi, hein, Aurélie, oui, nous, on a créé un CFA et puis on a aussi Partner Formation parce qu'on doit énormément faire de reconversion professionnelle sur les territoires. Exactement. Voilà. Deuxième point, Georges. Deuxième point, on a un peu parlé, mais l'actionnariat, qu'il soit familial ou salarial, on a interviewé une ETI, 450 salariés au capital. Donc l'actionnariat de long terme permet d'avoir des visions long terme et donc des investissements sur le long terme, même dans des périodes difficiles. Par exemple, pendant le Covid, des grands groupes, on s'occupe de grands groupes également, se sont un peu retirés des investissements ou les ont reportés. Bon, les ETI ont maintenu leurs investissements, ont maintenu l'écosystème local en se disant si les PME que l'on fait travailler ne sont plus là au sortir du Covid, on aura vraiment des difficultés. Donc le deuxième enseignement, c'est l'actionnariat familial, mais aussi salarial, permet d'avoir une vision de long terme. Le troisième point, c'est ces circuits courts. Ça finance toute une économie en local, d'artisans, de TPE. Ça les finance, ça les fait grandir, ça les forme, ça les fait travailler sur la transition écologique. Donc voilà. Quatrième enseignement, c'est cette vision... Attendez, je reprends mes lunettes parce que j'ai un peu du mal. Hop. Voilà, ça glisse. Oui, les coopérations, l'investissement dans l'innovation. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. L'innovation, dans notre panel de TI, en général, elles investissent en moyenne entre 3 et 40 millions d'euros par an. Certaines jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires en R&D. On est allé voir une pépite à Clermont-Ferrand, qui est un des leaders dans le domaine ophtalmologique. 1 milliard de chiffre d'affaires, 150 millions d'euros investis dans l'innovation chaque année. C'est vraiment une pépite, comme vous. Voilà. Et puis, dernier élément, mais ça, je vais passer la parole plutôt à Aurélie, c'est ce qu'on appelle les ETI fonds société. Donc, elles financent de l'écosystème local, et ça, c'est ce que tu disais. Voilà. Bon. Voilà les 5 grands enseignements de notre étude. Un mot, Aurélie, et puis le micro. Je ne sais pas qui a le micro, Mathéo. Ben voilà, venez Mathéo pour passer le micro. Encore un petit mot peut-être. Oui. Qu'est-ce qui vous manque pour accélérer dans les territoires ? Justement, j'allais parler de l'écosystème des startups, des jeunes. Et nous, par exemple, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on est sponsor du labo d'Orléans. Donc le labo, ça fait partie des labos d'innovation du Crédit Agricole. Et ça nous permet d'être vraiment en lien direct avec des startups. C'est comme ça qu'on a découvert Day One sur la partie associative. Et donc là, on va l'utiliser pour justement faire un hackathon. Parce qu'on a 7 développeurs chez nous. On a aussi investi sur la data et l'IA. Et donc, on va prendre toutes nos équipes, on va prendre des jeunes et on va faire 2 jours de hackathon sur nos enjeux RH de demain. Alors, des questions courtes, s'il vous plaît, des réponses courtes. On va essayer de faire passer le micro. Monsieur au premier rang, je vous en prie. Bonjour, monsieur Mareggiano. On parle beaucoup de transition écologique, mais pensez-vous que les ETI peuvent réellement concilier performance économique et transition écologique sans perdre en compétitivité face aux grands groupes ? Merci beaucoup. Voilà, c'est la grande question que se posent tous les dirigeants d'entreprise. C'est pertinent. Georges, s'il vous plaît. Tu me vous vois maintenant ? Je vous vois sur scène, je tutoie dans la vie. Dans la vie, Aurélie, la ville. Bien, alors, très bonne question. En fait, les ETI, il y a 3 enjeux. J'y reviendrai. Donc, il y a la transmission, on en a parlé, la réindustrialisation, on peut en parler, et la transition écologique. Alors, effectivement, c'est un enjeu de société.
d'accord, ça passera, si transition écologique il y a dans les territoires, ça passera par les ETI. Mais il y a un point que vous devez garder en tête, c'est que l'ETI a une vision long terme. Donc oui, il y a des critères de rentabilité, mais comme ils ont une vision d'investissement long terme, ils maintiennent leurs investissements dans la transition écologique. Par exemple... Oui, moi, non, mais je peux rebondir dessus parce que c'est vrai que les entreprises qui sont socialement responsables sont 10% plus performantes que les autres entreprises. Et il y a un label en fait d'EcoVadis qui permet en fait de noter les entreprises en fonction de leurs engagements. Et donc nous, on a le label EcoVadis Platine depuis déjà 3 ans. Et en fait, ça montre bien qu'on peut être performant et voilà, responsable en termes d'engagements sociétaux, environnementaux. Et je pense que c'est essentiel d'ailleurs pour continuer à fidéliser nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on raconte, voilà, ces vecteurs d'attractivité, ce qu'on raconte ici à BIC. C'est sûr que tout ce qui est transition énergétique crée de nouveaux business, crée de nouvelles activités. Un petit mot aussi, juste j'ouvre une parenthèse, puis je vous donne la parole, monsieur. Les ETI, vecteurs aussi de réindustrialisation, parce que les ETI, elles sont pas forcément dans les grandes métropoles, Paris, Marseille, Toulouse, il y en a évidemment, bien sûr, mais elles sont souvent dans les villes moyennes, dans des territoires, non pas enclavés, mais enfin quasi. Exact. Alors ça, c'était le thème de notre étude de l'an passé, mais qui est toujours d'actualité. Donc post-Covid, malheureusement pas post, mais enfin suite à la guerre en Ukraine, tout le monde veut que la France se réindustrialise. C'est une question de souveraineté. J'ai qualifié ça de « c'est la mère des batailles ». Bon. Mais tout le monde veut que ça se passe dans la ville d'à côté. D'accord ? Donc les ETI, et ce qu'on peut voir, les belles PME et les ETI continuent de réindustrialiser. D'ailleurs, le PIB de la France est réalisé à 10% dans l'industrie. Le PIB généré par les ETI, c'est 40% d'industrie. D'accord ? Donc elles sont plus industrielles que la moyenne des entreprises françaises. Voilà. Elles vont accompagner par de la transition écologique les investissements industriels. Et puis surtout, les ETI, par leur ancrage local, leur vision long terme, elles ont en main un écosystème local qui favorise la réindustrialisation, qu'on retrouvera, Fabrice l'a un peu dévoilé, dans des villes moyennes, pas des grandes villes, dans des unités de production de 2 à 15 000 m². C'est super d'avoir une gigafactory, mais c'est mieux d'avoir... Il y avait 317 sites industriels créés entre 2017 et 2024, donc une foultitude de plus petits sites industriels et une forte présence dans l'écosystème local. En une dernière question, je pense. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Georges. Je suis du cœur. Georges Mareggiano, associé chez KPMG. Mareggiano, c'est pas facile, je le concède. Je n'ai pas entendu, je suis désolé. Je suis du cœur Ngoma Mukenge, étudiant étranger en droit. Et du coup, j'ai plusieurs questions par rapport à l'entrepreneuriat. Et je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous pensez qu'en France, on forme suffisamment les jeunes à l'entrepreneuriat ? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les solutions selon vous qui pourraient emmener davantage de jeunes à entreprendre, à se lancer dans l'entrepreneuriat en France ? Merci monsieur. Double réponse. Alors Georges et Aurélie. Vous avez 4 heures. Aurélie, vas-y. Écoute, je te tutoie. Moi, j'ai fait une école de commerce, tu vois, j'ai fait l'EM Lyon, et justement, il y avait un gros pôle entrepreneurial. Après, moi, personnellement, je me sentais pas de créer ma propre entreprise. J'ai besoin d'un cadre. Et donc, en fait, je pense qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui créent de rien, et d'ailleurs, je les admire énormément. Et moi, j'ai fait le choix, finalement, il y a mon père qui a construit une entreprise pendant 35 ans. Et moi, je suis rentrée dans ce cadre-là existant. Et après, en fait, voilà, ce qui est chouette avec le fait d'être entrepreneur et dans une ETI, c'est qu'en fait, on est hyper agile en termes d'innovation. Si tu veux décider quelque chose, le lendemain, tu peux le mettre en place. Bon, d'ailleurs, mes équipes, ça les rend un peu folles, mais voilà, c'est ça qui est chouette d'être entrepreneur. Donc, voilà. Georges, le mot de la fin. Je partage. Moi aussi, j'ai fait une école supérieure de commerce il y a plus de 40 ans. Donc, voilà. Et à l'époque, quand on sortait, on rentrait dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, dans les écoles supérieures de commerce ou les écoles d'ingénieurs, ils rentrent plutôt dans la belle ETI du coin, parce que c'est la grande entreprise du coin. 2, il y a des programmes de formation pour l'entrepreneuriat dans toutes ces écoles. Donc je pense que les mentalités ont évolué. Voilà. Territoire, la véritable contribution des ETI. Allez voir ce rapport KPMG. Je vous assure, il y a 12 exemples qui sont passionnants dans toute la France. Et on voit l'emprise, justement, et l'implication de ces ETI dans les territoires. La force de ces ETI également qui ressort.
avec l'un de ces témoignages. C'est Aurélie Gobinet à la tête de Partner. Et puis on applaudit également Georges Mareggiano, associé chez KPMG. On les remercie. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.